Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo intitulée Pourquoi tout le monde devrait investir. J'ai réfléchi un petit peu ces derniers temps et je pense que je vais vous sortir une petite série de vidéos sur, selon moi, pourquoi est-ce que tout le monde devrait investir. Et donc on va aborder la raison numéro 1 pour moi aujourd'hui qui est, je pense, la plus importante de toutes et qui est largement sous-estimé par les personnes qui n'investissent pas, même largement méconnu. Et je pense que si tout le monde comprenait réellement cela, il y aurait beaucoup plus de gens qui investiraient. Bien évidemment, parmi les premières vidéos que j'avais fait sur cette chaîne YouTube, je vous avais parlé du fait qu'il était important de savoir pourquoi on investissait. Parce que investir pour investir ou gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça n'a pas vraiment de sens. Le but, c'est quand même de... L'argent, ça reste qu'un outil et c'est de pouvoir le mettre au service de notre vie pour avoir une vie meilleure, pour pouvoir réaliser ses rêves, pour pouvoir devenir indépendant financièrement, peu importe quel que soit l'objectif. Donc chacun aura ses objectifs qui lui seront propres, qui lui seront personnels, bien évidemment. Mais il y a quand même des tendances de fond qui font que tout le monde sera touché plus ou moins par certaines choses et par rapport à ces choses, mettre en place un investissement régulier le plus tôt possible pourrait permettre à pas mal de gens de se protéger et de pouvoir anticiper l'avenir un peu plus sereinement. Donc je ne vais pas vous teaser plus longtemps, on va se retrouver tout de suite sur un site internet et on va dérouler le reste de la vidéo. Donc je vous retrouve sur ce site qui s'appelle franceinflation.com, qui porte plutôt très bien son nom, qui est donc un site dont vous retrouverez le lien en description. Et donc, comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de l'inflation. Alors, l'inflation, qu'est-ce que c'est? Globalement, on a plus ou moins du mal à se mettre d'accord sur qu'est-ce qui cause l'inflation et qu'est-ce que c'est réellement. C'est-à-dire, est-ce que c'est une hausse des prix généralisée? Est-ce que c'est une baisse de la valeur de la monnaie? Il n'y a pas grand monde qui sont d'accord à ce sujet. Mais en fait, on s'en fout un petit peu parce que la conséquence est toujours la même. C'est qu'avec la même somme d'argent, au bout d'un certain temps, vous pouvez acheter moins de choses. Ça, c'est l'inflation. Et donc, vous allez avoir toujours votre pouvoir d'achat qui va diminuer. Donc, on va regarder un petit peu quelques chiffres concrets dans cette vidéo pour vous expliquer, pour que ce soit imagé pour vous. Bien évidemment, je ne vais pas prendre 1 milliard d'exemples parce que ça ne servirait pas à grand chose. Mais c'est pour vous montrer l'impact de l'inflation sur votre pouvoir d'achat. Parce que vraiment, je pense que les gens ne se rendent pas compte quand on leur dit que les prix augmentent de 2% par an, ce que ça signifie réellement. Et les gens ont de plus en plus de mal à s'en sortir financièrement, disent que les fins de mois sont de plus en plus difficiles, etc. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Et en fait, une bonne partie de cette raison, c'est lié à l'inflation. Et on verra pourquoi, du coup, par rapport à ça, c'est important derrière d'investir quand on est dans une économie de l'inflation comme dans notre économie actuelle. Donc là, vous avez sous les yeux un graphique de l'évolution de l'inflation depuis 2018. Donc on voit qu'en 2018, on était sous la barre des 2%. On est remonté un petit peu jusqu'à 2,3%. On est redescendu pour être quasiment à zéro en fin 2020, début 2021. Et on a fait ensuite une remontada jusqu'à 6,3%. Et aujourd'hui, on est sur une inflation qui diminue en France. Donc ensuite, vous avez quelques définitions de comment sont faits les calculs et de quoi on parle sur ce site. Je vous laisserai regarder plus en détail avec le lien en description si ça vous intéresse. Mais on va s'arrêter effectivement sur le tableau que vous voyez là qui est au milieu de la page, qui reprend un petit peu donc les différents postes calculés, pris en compte par l'INSEE pour calculer l'inflation, le fameux IPC. Donc on voit que le fameux IPC depuis 2015, donc en 10 ans, a augmenté quand même de 21%. C'est quand même pas rien. L'énergie a augmenté de 47%, l'alimentation de 34%, les services de 18%, les produits manufacturés de 5%, le tabac de 94%. Donc tout ça, c'est que des pourcentages, c'est pas très représentatif. On arrive mal à s'imaginer ce que ça peut représenter. Donc on prendra des exemples un peu plus chiffrés tout à l'heure. Mais vous voyez, l'alimentation de 34%, je veux dire, on est tous obligés d'y passer à un moment donné. On est tous obligés de manger. C'est vraiment un poste que tout le monde va subir de plein fouet. Et honnêtement, est-ce que vous pensez que votre salaire a augmenté depuis 2015 de 34% ou pas? Je vous pose la question. En sachant que le SMIC, lui, a augmenté à peine de 22%. Est-ce que vous pensez réellement que votre salaire, vous, depuis 2015, a augmenté de 34%? Je vous laisserai répondre à cette question, mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que
chaque année, avec votre salaire, vous pouvez acheter de moins en moins de choses. Donc là, dans le panier de l'INSEE, on a différents postes. On nous dit que l'inflation est de 0,7% global à mai 2025, mais elle atteint jusqu'à 22% sur certains postes, notamment le gaz naturel et le gaz de ville, à 18% sur le chocolat, 14% sur l'assurance habitation, quelque chose qu'on est tous obligés de payer aussi. Les médecins généralistes, 12%. Service de garde d'enfants, 10%. Assurance véhicule à moteur, 9%. Assurance complémentaire santé, 9%. Donc vous voyez toutes des choses qu'on est à peu près obligé de se payer. Alimentation en eau, 8%. Tout ce qui est viande, 7%. Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui augmentent encore de manière assez conséquente chaque année. Ici, vous avez un graphique depuis 2017 qui reprend par grande famille l'augmentation des produits. Et c'est là où on voit aussi que les mesures prises par l'INSEE, ce qui est communiqué, le fameux IPC, c'est un petit peu traître parce que l'IPC, vous l'avez ici en bleu. Donc on voit qu'il augmente, mais par rapport à d'autres choses, ça va. Quand vous prenez le prix de l'énergie, ça a littéralement explosé. Et comme c'est une toute partie de l'IPC, ça se réplique, ça se répercute effectivement, mais pas à fond les ballons. Et même l'alimentation, vous voyez, a augmenté bien plus que la moyenne qui est calculée par l'INSEE. Il y a bien sûr certaines choses qui sont en dessous, comme les services et les produits manufacturés. Le tabac, on n'en parle même pas. Donc voilà. Alors il y a bien une chose qu'il faut comprendre avec l'inflation. C'est que quand on regarde les grands médias, là ça y est, on nous dit ouais, l'inflation est sous contrôle, elle est sous la barre des 2%, ou même sous la barre des 1% pour certains. Donc tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'une baisse de l'inflation, ça ne veut pas dire que les prix baissent, ni loin de là. Ce que ça veut dire quand l'inflation baisse, ça veut juste dire que les prix augmentent, mais moins vite. Mais ils continuent d'augmenter. Et le problème avec ce qu'on nous communique dans les médias et ce qui est calculé avec les grands indices, c'est qu'en fait, cette inflation elle est calculée sur 12 mois glissants. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte ce qui s'est passé avant ces 12 mois. Et donc, quand vous regardez ce qui s'est passé avant, bah effectivement, comme on l'a vu jusqu'à maintenant sur les graphiques qu'on a pu regarder, c'est plus du tout la même tambouille. Et là, vous voyez, ainsi de février à août 2024, le rythme d'augmentation des prix a été de 4%. Pendant cette période, l'inflation INSEE passait de 3% à 1,8% car elle lisse les variations. L'inflation est en décalage avec l'augmentation des prix du moment. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien prendre en compte. Là, on voit quand même que sur les 2 dernières années, l'énergie, elle a bondi de 30%. L'alimentation, elle a explosé de 19,4%. Pendant que l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, il a augmenté de seulement, entre guillemets, de 10,4%. Après, vous avez le tabac, les produits manufacturés, les services, mais tout a augmenté, enfin là sur ce graphique en tout cas, d'au moins 6%. C'est énorme. Là, on voit la même chose, mais sous forme de tableau. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se pose des questions parce que je peux vous garantir que, normalement, en tout cas, vos salaires n'ont pas dû augmenter de 19% sur les 2 dernières années. Ça m'étonnerait en tout cas. Je connais pas beaucoup de gens qui ont dû avoir 20% d'augmentation sur les 2 dernières années. Et ce qui veut dire encore une fois qu'avec votre même salaire, vous pouvez acheter beaucoup moins de choses que ce que vous pouviez acheter il y a 2 ans. Allez, maintenant, on va essayer de prendre des exemples qui sont un peu plus concrets. On va voir l'évolution du prix du pain et de la baguette depuis 1800. Alors, je vous rassure, on va pas remonter exactement jusqu'à 1800, ça sert pas à grand chose. Mais on va remonter quand même jusqu'à 1950, ce qui est quand même pas si loin, 70 ans en arrière. Et je pense que là, vous allez voir que concrètement, quel est l'impact de l'inflation sur votre vie sur le long terme. Vous allez voir que ça va être très parlant. Donc vous avez sous les yeux l'évolution du prix d'une baguette depuis 1950. Donc, en 1950, le prix moyen d'une baguette, c'était 3 centimes d'euros. L'équivalent, bien évidemment, parce qu'à l'époque, on n'était pas en euros, on est bien d'accord. Mais l'équivalent, c'était 3 centimes d'euros. 3 centimes la baguette. Le prix moyen en 2025, c'est 1,01 €. Autrement dit, en 1950, avec l'équivalent d'1 €, vous pouviez vous acheter 33 baguettes de pain. Je vous redis ça encore une fois. En 1950, avec l'équivalent d'1 €, vous pouviez vous acheter 33 baguettes de pain. Aujourd'hui, 2025, avec 1 €, vous ne pouvez même pas vous acheter une baguette. Donc, est-ce que vous voyez, et là on parle d'une baguette, on ne parle pas du reste, est-ce que vous voyez un petit peu l'impact de l'inflation sur votre pouvoir d'achat? C'est énorme.
littéralement énorme. Parce que là, on parle d'un produit, mais il faut bien comprendre que c'est sur tous les produits. Alors, tous les produits n'évoluent peut-être pas de la même manière, n'évoluent pas autant dans le temps, effectivement. Mais l'inflation, elle est de partout, sur tous les produits. Elle touche tout. Donc là, vous voyez sur le tableau, hein, le prix moyen d'une baguette en 2016, c'était 87 centimes. Aujourd'hui, on est à 1,01. Ça fait quand même une belle augmentation, hein. Allez, on va regarder un petit peu la même chose maintenant sur les prix de l'immobilier. Donc appartement, maison, appartement à Paris, et puis vous avez la ligne rouge qui va être ce sur quoi on va se baser, parce que c'est la moyenne de tout à peu près, on va dire. Donc, je pense que c'est les prix au mètre carré, hein. Donc là, on voit qu'on démarre en 1996. Donc le prix moyen au mètre carré en 1996, c'était 41,40, équivalent d'euros, hein, toujours. Aujourd'hui, on est à 126. Voilà, un peu plus de x3. Un peu plus de x3. Ça veut dire que depuis 1996, le prix moyen de l'immobilier en France a été multiplié par 3. Autrement dit, un bien que vous auriez acheté à l'époque l'équivalent de 200 000 euros en 96, aujourd'hui, il en vaudrait en moyenne 600 000. Est-ce que là, ça vous parle un peu plus concrètement? Et aujourd'hui, on se demande pourquoi les gens ont de plus en plus de mal à se loger. Perso, je vis dans une région qui est quand même très riche, on va dire. Et les prix de l'immobilier, c'est de la folie. Vraiment. Les gens, même avec 2 salaires, même 2 bons salaires, ne peuvent plus se loger. Que ce soit le prix des loyers ou que ce soit le prix à l'achat. Aujourd'hui, on nous sort des T2, des T3 neufs. C'est 400 000 euros pour un T2 de 50 mètres carrés. C'est de la folie. C'est vraiment de la folie. Donc sur ce site, ils ont même sorti un calculateur d'inflation depuis début 1901 jusqu'à fin 2026. Donc ils se projettent même un peu plus loin que la date où on est aujourd'hui. Et donc là, ils nous posent même la question, hein, entre 1000 euros équivalent de 1980 et 2000 euros de 2018, quelle somme est la plus avantageuse en termes de pouvoir d'achat? C'est à ce type de questions que permet de répondre cet outil. Dans cet exemple, après calcul, les 2000 euros de 2018 ont un pouvoir d'achat nettement plus faible que les 1000 euros de 1980. Il faudrait plus de 3000 euros en 2018 pour avoir le même pouvoir d'achat que les 1000 euros de 1980. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait un petit calcul. 10 000 euros en année 2000, en janvier 2000. Pour acheter aujourd'hui la même chose à fin décembre, donc à fin 2025, il faudrait 15 413 euros. 54% de plus pour acheter la même chose. Et moi, je trouve qu'il y a une classe d'actifs, une classe de produits dans notre société qui démontre bien cette inflation. Et c'est encore pire, je trouve, ces dernières années. C'est les voitures. Je sais pas si vous avez remarqué le prix des voitures. Je veux dire, il y a encore 10 ans, avec 10-12 000 euros, vous pouviez avoir une bagnole à peu près potable, hein. Aujourd'hui, si vous en avez pas 25 000, accrochez-vous, hein. Je trouve que c'est vraiment un secteur qui reflète vraiment l'impact de l'inflation dans nos vies. C'est vraiment le secteur automobile. Ils expliquent un petit peu plus bas comment marche ce calculateur d'inflation, hein. Si vous voulez voir les choses un peu plus en détail, vous pourrez regarder par vous-même sans problème. Et donc là, je suis sur le site de l'INSEE. J'ai été voir un petit peu l'évolution du SMIC sur ces dernières années. Et je vous disais tout à l'heure, vous voyez le prix de l'alimentation depuis 2015 qui avait évolué de 34%, hein, je crois, de mémoire. Ben là, vous voyez le SMIC horaire, en 2015, il était à 9,61. Et en 2024, il est passé à 11,69. Ça fait une évolution de 22% à peu près. Et pendant ce temps-là, le prix de vos courses alimentaires, lui, il a augmenté de 34%. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, hein. C'est des chiffres qui sont factuels, qui sont concrets, hein. C'est pas moi qui les invente, qui les sort de mon chapeau, c'est l'INSEE. Je pense qu'il n'y a pas plus officiel quand même que ça en France. Même le site France Inflation, d'ailleurs, se base sur toutes les données qui sont données par l'INSEE. Donc c'est quelque chose de sourcé, c'est quelque chose de fiable. Si vous ne faites rien avec votre argent, si vous ne le mettez pas au travail, chaque année, vous allez vous appauvrir. C'est la suite de cette vidéo, on va parler de ça. Et votre salaire, au fur et à mesure du temps qui passe, avec cette inflation, va vous permettre d'acheter de moins en moins de choses. Et en plus, il faut comprendre qu'aujourd'hui, même si on a eu une hausse d'inflation sur les dernières années suite à l'impression colossale d'argent qu'il y a eu suite au Covid, on est sur une inflation qui est globalement maîtrisée.
Est-ce que ça sera encore le cas dans les années à venir, dans les décennies à venir? J'en suis vraiment pas sûr. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit tous dans des États qui sont fauchés. Ils sont tous en état de surendettement, ils ne pourront jamais rembourser leurs dettes. Tous. Les États-Unis, la France, les pays d'Europe de manière générale, tous les pays sont broke. Clairement. Donc aujourd'hui, quand les obligations arrivent à échéance, puisque la dette de l'État c'est ça, c'est des obligations, bah, l'État il n'est pas en mesure de rembourser cette obligation qui arrive à l'échéance. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va émettre des nouvelles obligations, il va créer du nouvel argent et il va rembourser les obligations qui arrivent à échéance en émettant de nouvelles obligations. En gros, il fait un crédit pour rembourser son ancien crédit, ce qui fait une expansion monétaire. Et l'expansion monétaire, ça entraîne une dévaluation de la monnaie, ce qui entraîne une hausse généralisée des prix, autrement dit l'inflation. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que les États, ils n'ont pas le choix de faire ça. Demain, s'il y a un État qui décide, comme la France ou n'importe quoi, ou les États-Unis, ils décident qu'ils veulent plus faire ça, ils ne peuvent pas rembourser leurs dettes, donc ils font faillite. Donc ils n'ont pas le choix. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Là, pour vous donner une idée, cette année aux États-Unis, c'est 9 trillions de dollars, 9 000 milliards de dettes qui arrivent à échéance. Donc les États-Unis vont devoir réemprunter 9 000 milliards de dollars, ne serait-ce que pour rembourser des obligations qui arrivent à échéance cette année. Et en plus de ça, et c'est pour ça que notre cher Donald Trump s'acharne sur Jérôme Powell pour qu'il baisse les taux, parce que là, les États-Unis vont devoir réemprunter à des taux qui sont aux alentours de 5%. C'est énorme en termes d'intérêt, ce que ça représente. La différence entre ne serait-ce que 5% et 4,5%, c'est colossal sur une somme pareille. Bref, pour en revenir à nos moutons, donc nous avons des États qui n'ont pas le choix que d'émettre de l'argent, et cette émission d'argent, c'est ce qui va créer l'inflation. Alors, oui, les banques centrales sont censées être là pour veiller au grain, mais en fait, que croyez-vous qu'il va se passer si demain la France, par exemple, dit à la Banque Centrale Européenne, écoute, t'es obligé d'imprimer de l'argent en masse là, parce qu'en fait sinon moi je fais défaut, je vais au tapis, je fais faillite. Donc en fait on n'a pas le choix, il faut vraiment imprimer de l'argent. Que croyez-vous que la BCE va faire? Et si c'est l'État, si c'est les États qui reprennent contrôle sur cette fonction-là, qui vont imprimer de l'argent en masse, je peux vous garantir que l'inflation elle restera pas aux alentours de 2%. Donc on va voir. C'est pas ça, cette théorie, encore une fois, je vous en ai déjà parlé je pense dans d'autres vidéos. C'est pas encore une théorie que je sors de mon chapeau. Vous avez des économistes qui travaillent là-dessus, notamment Lynn Alden, qui a écrit le livre Broken Money, qui en parle beaucoup. Et c'est une théorie qui est partagée par plusieurs personnes qui sont quand même très calées dans ce domaine-là. Et je pense que c'est une théorie qui va prendre de plus en plus d'ampleur, de possibilités de réalisation dans les prochaines années, les prochaines décennies. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inflation fait monter tous les prix, y compris le prix des actifs. Et ça va me faire une belle transition pour aller parler de notre partie investissement et de pourquoi vous devez investir pour protéger votre pouvoir d'achat. C'est parce qu'en fait, quand vous créez du nouvel argent, cet argent, il va se diffuser dans l'économie. Et à un moment donné, au bout d'un certain temps, il va aller se parquer dans les actifs, quels qu'ils soient. Ça peut être des métaux précieux, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des obligations, des actions, des crypto-monnaies, peu importe. Cet argent, il va aller finir par se parquer quelque part. Et comme on a de plus en plus d'argent en circulation et que cet argent a de moins en moins de valeur, on a de plus en plus d'argent en fait qui va se parquer dans des actifs. Et plus il y a d'argent qui vient de se parquer dans des actifs, plus le prix des actifs monte. C'est ce qui fait aussi que depuis 2008, on a un bull run sur les actions qui est quasiment inarrêtable. On a de plus en plus d'argent en circulation. Cet argent va se finir par se parquer quelque part dans des classes d'actifs différentes. Donc ça fait monter les actifs. Donc pour les gens qui investissent, entre guillemets, c'est bénéf. Par contre, pour tous ceux qui ne le font pas, et Dieu sait qu'en France, il y en a quand même un sacré paquet, bah là, c'est la double peine. Parce que non seulement leur salaire leur permet d'acheter de moins en moins de choses, mais en plus de ça, bien souvent, ils laissent dormir leur argent sur leur compte courant ou sur leur livret A. Donc ils se font déglinguer par l'inflation en termes de pouvoir d'achat. Donc leur épargne leur permet également d'acheter de moins en moins de choses. Et comme ils n'investissent pas, ils ne profitent pas des montées des prix des actifs. Et après, on les entend chouiner en disant « Ouais, c'est pas normal, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. » En fait, c'est juste dû à ça. Alors, il y a peut-être d'autres facteurs, bien évidemment. Je ne vais pas faire de démagogie dans cette vidéo. On n'est pas là pour ça, on ne va pas parler de politique non plus. Mais
en tout cas, en partie, c'est dû à ça. Les riches sont de plus en plus riches parce que les riches, ils sont pas devenus riches par hasard et ils savent investir leur pognon. Et comme il y a de plus en plus d'argent en circulation qui va se parquer dans des actifs et que le prix des actifs monte, bah forcément, ce qui a les actifs, c'est les riches, donc eux, ils en profitent majoritairement. Et les pauvres, qui, pour certains d'entre eux, n'ont vraiment pas les moyens d'épargner, n'ont vraiment pas les moyens d'investir, bah forcément, avec l'inflation qui monte, les prix augmentent, mais eux, ils profitent pas de l'augmentation des actifs parce qu'ils ne peuvent pas en acquérir. Et donc, c'est vraiment la double peine pour eux. Et donc, je vais vous montrer un dernier graphique dans cette vidéo, c'est l'évolution du taux du livret A depuis 1900 par rapport à l'inflation. Parce que on est en France, on va pas se voiler la face. Qu'est-ce que font les gens avec leur pognon la plupart du temps? Bah, ils le laissent dormir sur les comptes courants. Voilà, les comptes chèques rémunérés à zéro, ça c'est top, hein, c'est le meilleur des investissements, c'est sûr qu'il y a zéro risque. Et puis comme ça, vous êtes sûr, vous perdez à minima 2% par an, rien qu'avec l'inflation. Il y en a qui sont quand même un petit peu plus malins et qui vont décider de dire allez, moi je vais mettre ça sur mon livret A, sur mon LDD, et au moins ça va me rapporter un peu des intérêts à la fin de l'année, je serai un petit peu plus riche et tout va bien. Et bah écoutez, je vous laisse du coup regarder à l'écran l'évolution du taux du livret A depuis 1999 par rapport à l'inflation. Donc jusqu'à 2008, 2009 on va dire, ça s'est pas trop mal passé. De 2014 à peu près à 2015-16, ça s'est pas trop mal passé non plus. Par contre, on voit que depuis 2017, c'est une catastrophe. Hein. Et voilà ce que ça donne si on remonte depuis 1950. Là, on se rend compte quand même que le livret A, il a été dans le trou, allez, 70% du temps. Donc en fait, il faut bien comprendre que en plaçant de l'argent sur votre livret A, chaque année, vous perdez en pouvoir d'achat. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de livret A? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est mal d'avoir un livret A? Non. Il faut juste comprendre à quoi ça sert un livret A. Un livret A, ça doit servir à votre épargne de sécurité, votre épargne de précaution. Un livret A, c'est pas fait pour mettre vos économies de côté jusqu'à votre retraite. Pourtant, c'est ce que font la plupart des Français. Pourquoi ils le font? À votre avis, pourquoi ils le font? N'hésitez pas à me dire en commentaire avant que je donne ma réponse. Mettez en pause la vidéo. Et vous me dites en commentaire, à votre avis, pourquoi est-ce que les Français, leur investissement préféré, c'est leur compte courant et leur livret A? Pour moi, la réponse, elle est très simple. Ça tient en un seul biais. Je ferai une vidéo sur les biais un jour sur cette chaîne. L'aversion à la perte. Ni plus, ni moins. Ouais, mais si j'investis en bourse, peut-être qu'aujourd'hui, je vais acheter une action à 100, mais demain, elle va valoir 98. Donc j'aurais perdu 2 euros et ça sera la fin du monde pour moi. Voilà pourquoi les Français n'investissent pas en bourse. Pour la plupart d'entre eux. Hein. Mais en fait, si vous vous renseignez un minimum, et là je vais vous renvoyer mes anciennes vidéos, on sait qu'en investissement sur le long terme en bourse, si on fait les choses correctement, sur une période d'au moins 20 ans, on a quasiment 100% de chance de gagner de l'argent. Encore faut-il faire les choses correctement. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent ouais non, la bourse c'est pour les actionnaires, c'est pour les riches, moi ça ne m'intéresse pas, de toute façon j'ai pas assez d'argent pour investir en bourse moi. Donc je le fais pas. Puis ils pensent que la bourse c'est du trading. Alors d'un côté, je suis quand même un peu content parce que je vois que la nouvelle génération commence à prendre un petit peu les problèmes à bras le corps et je pense que YouTube et pas mal d'acteurs qui font des vidéos sur le sujet, je me considère pas du tout comme faisant partie de ces acteurs parce que moi avec mes 60 abonnés, j'ai pas contribué à grand chose encore pour le moment, ça c'est clair et net. Peut-être que ça changera dans l'avenir, on verra bien. Ça dépend pas tellement de moi, ça dépend plus de vous, très honnêtement. Mais en attendant, voilà, les jeunes aujourd'hui prennent un peu le problème à bras le corps et s'intéressent à ça. Mais chez les anciens, c'est terrible. Alors après, Mamie Lucette, 75 ans, est-ce qu'elle a raison d'avoir toutes ses économies sur son livret A? À un moment donné, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et effectivement, peut-être qu'à partir d'un certain âge, c'est pas plus mal d'avoir quand même la quasi-totalité, voire la totalité de ses économies. Tout dépend du montant et de la surface du patrimoine. Encore une fois, hein, quelqu'un qui a 10 millions d'euros, est-ce que ça vaut le coup d'avoir 10 millions sur des livrets? Je suis pas sûr. Quelqu'un qui a 20 000 euros d'épargne, est-ce que ça vaut le coup de les avoir que sur des livrets à 75 ans? Peut-être que oui. Tout est une question encore de surface financière et puis d'âge. Mais des gens qui ont 50 ans ou moins, qui n'investissent pas en bourse, pour moi, c'est catastrophique. Mais pourquoi en fait? Vraiment, encore une fois, hein, les gens ils ont peur de l'aversion à la perte, c'est vraiment une catastrophe. Hein. C'est vraiment le biais qui fait le plus perdre
d'argent et de pouvoir d'achat aux gens, je pense. Mais en fait, parce que les gens ne comprennent pas. Déjà, les gens pensent que la bourse, c'est du trading, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils vont aller peut-être voir même des vidéos sur YouTube et ils pensent qu'en fait, investir en bourse, c'est passer 18 heures par jour devant des graphiques, à regarder des moyennes mobiles et à se dire là, ça va monter, là, ça va baisser. Ça, c'est pas de l'investissement, les gars. Ça, c'est du trading. C'est pas du tout la même chose. Et le trading, ça ne marche pas, effectivement. Je vous avais sorti une étude, 90% des traders perdent de l'argent en bourse. Je vous imagine en crypto ce que ça peut être. Parce que le trading, ça ne marche pas. Même les professionnels de la finance qui ont des outils à plusieurs millions d'euros par an, qui ont accès à des satellites pour aller scanner les parkings des supermarchés, pour voir la fréquentation, etc. Même eux, ils y arrivent plus ou moins pas. Est-ce que vous pensez que vous, avec vos 2 graphiques sur TradingView et vos mobiles, vous allez pouvoir faire mieux qu'eux? Il y a des gens qui arrivent à faire de l'argent avec du trading. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est ultra compliqué. Comme il y a des gens qui sont capables d'aller jouer en finale de Ligue des Champions, ça existe, on en voit tous les ans. Est-ce que pour autant c'est fait pour la majorité des gens? Non. Bah, le trading, c'est pareil. Soit vous êtes un sportif de haut niveau et vous avez 20 ans d'entraînement derrière vous, où vous êtes entraîné pendant 10-15 heures par jour et effectivement, en faisant du trading, vous allez peut-être pouvoir gagner de l'argent, soit vous allez vous faire éclater. Et c'est pas en regardant Jean-Kévin qui a fait 3 vidéos sur YouTube en disant moi je fais du trading depuis 3 semaines et j'ai gagné 10 000 euros que vous allez pouvoir le faire en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Et la plupart des gens, quand ils vont se renseigner pour investir en bourse, c'est ce qu'ils vont faire. Donc ils vont se faire éclater. Et ils vont se dire la bourse c'est pas pour moi. Alors qu'encore une fois, en faisant les choses correctement, en achetant des ETF, en étant patient, en faisant attention à ses biais psychologiques, en n'essayant pas de timer le marché, en n'essayant pas de choisir les meilleures actions qui vont surperformer, et en restant sur 10, 15, 20 ans, vous avez de très, très, très fortes probabilités de gagner de l'argent en bourse. Et même net d'inflation. Je crois que sur les 50 dernières années, j'avais vu ça dernièrement, le S&P 500, c'était à peu près en moyenne 10% par an. Et si on devait calculer ça net d'inflation, on serait à peu près à 6% par an. Ça veut dire que tous les euros que vous auriez pu placer, ou les dollars, ou peu importe, on s'en fout, que vous auriez pu placer sur la bourse américaine, sur le S&P 500, vous aurez fait gagner en pouvoir d'achat. Aujourd'hui, avec ce même euro, vous pourriez acheter plus de choses que ce que vous auriez pu acheter il y a 10, 15 ou 20 ans. Mais les gens ne sont pas au courant de ça. Les gens ne comprennent pas ça. Et je pense que si les gens étaient au courant de ça, il y aurait bien plus d'investisseurs. Mais les gens, eux, ce qu'ils voient, c'est que sur leur livret A, ils ont mis 10 000 euros. Et aujourd'hui, il y en a 11 000. Donc ils ont gagné de l'argent, ils ont gagné 1 000 euros. C'est merveilleux. Et c'est vrai. Factuellement, c'est vrai. Leur argent, il n'a pas bougé. En plus, il leur a rapporté. C'est nickel. Sauf qu'en termes de pouvoir d'achat, ben, ils peuvent plus du tout acheter les mêmes choses avec la même quantité d'argent. Et ça, c'est invisible. Personne leur dit, personne leur explique, ils peuvent pas le savoir, on peut pas le deviner. Et c'est ce qui fait que les gens n'investissent pas. Et c'est dramatique. Mais si vous vous intéressez un petit peu au marché, si vous vous intéressez un petit peu à la bourse, et si vous comprenez que la volatilité à court terme, c'est le prix à payer pour pouvoir bénéficier à long terme d'un meilleur rendement sur vos placements, bah là, vous avez tout compris. Et là, vous vous mettez à investir. Et là, normalement, si vous faites les choses correctement, sur le long terme, vous devriez gagner de l'argent. Et vous devriez avoir un meilleur pouvoir d'achat dans quelques années. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif de la plupart des gens, c'est pas de devenir milliardaire, on s'en fout de ça. Moi, mon objectif, c'est pas de devenir milliardaire, je m'en fous, j'ai pas envie d'être Elon Musk. L'objectif de la plupart des gens, c'est quoi? C'est qu'on leur foute la paix, pouvoir aller au boulot un peu tranquille, et surtout de pouvoir vivre, pouvoir aller faire les courses, aller faire un resto insigné de temps en temps s'ils ont envie, pouvoir partir en vacances. C'est ça. La plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est ça, une vie simple, tranquille, et de pouvoir quand même faire un peu ce qu'ils veulent. Sauf qu'aujourd'hui, sans investir, ça va être très, très, très compliqué. Parce que pour moi, on va arriver dans une période où il y aura certainement de plus en plus d'inflation. Et laisser dormir son argent sur des comptes chèques ou sur des livrets, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Sinon, chaque année, vous allez vous appauvrir petit à petit. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Encore une fois, ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai vraiment essayé de vous faire une vidéo là qui était vraiment sourcée, réfléchie et de qualité, et pour pouvoir détailler en
en particulier les biais et qui bloquent les gens. En fait, je pense que si les gens étaient au courant de ce que je viens de vous apprendre dans cette vidéo, encore une fois, je pense qu'on aurait vraiment de plus en plus d'investisseurs. Mais en fait, les gens, on ne leur a jamais dit, on ne leur a jamais expliqué. Et les gens ne se renseignent pas là-dessus. Et leur principale source d'information, c'est leurs collègues quand ils ne savent pas mieux qu'eux, ou leurs banquiers quand c'est peut-être des fois même encore moins. Donc en fait, ils ne peuvent pas s'éduquer, ils ne peuvent pas progresser sur ces sujets-là, tout simplement parce que personne ne leur explique. Personne ne leur explique. Et j'essaye vraiment de prendre le temps et d'aller chercher des données qui sont réelles, qui sont factuelles, qui sont sourcées pour vous expliquer ça. Ça me prend quand même du temps, hein. Je fais ça sur mon temps libre, je le fais gratuitement, je vous partage de la valeur, j'espère que vous en êtes conscient de la qualité que je vous apporte, et j'espère vraiment que ça vous plaît les gars, vraiment. Donc n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire, ça vous coûte vraiment pas grand chose, un petit abonnement encore moins. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Si vous le faites, si vous vous abonnez aussi, pensez bien à activer la petite cloche pour être bien informé de la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous capter sur une prochaine vidéo pour vous apprendre vous aussi à devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!